Et donc, des générations. Ceci répond donc à une exigence foncière. À tous les acteurs, l'accès à des facteurs de DPR sont des droits fonciers dans la gestion des espaces connaissance et de l'organisation des droits d'accès partagés pêcheurs exploitants forestiers. C'est que le document de politique foncière favorise l'équité et l'équité. Elle serait aussi à l'origine de 60 à 80% de la population. Seuls 15% des femmes agricultrices sont propres. Des femmes contrôlent les terres contre 62% des femmes. Qu'en dépit d'une absence qu'un ordonnancement juridique favorable ne suffit pas face au manque d'accès et de contrôle de ces catégories sociales des ressources. 2. La réalisation de domaines agricoles. Et la synthèse à laquelle nous avons abouti, c'était ça. Comment introduire les femmes dans le dispositif, alors qu'elles comportent 52% de la population, comment les réintroduire dans le dispositif pour des raisons d'équité et même pour des raisons purement économiques. Et vous avez montré comment la Commission a essayé de prendre ça en charge. Mais il reste des questions. Une réforme n'est jamais terminée. Les juristes, en tout cas le juriste que je suis, est bien placé pour dire une réforme ne finit jamais. Mais au moins, on a stabilisé une petite base qui nous permet d'avoir des améliorations. Nous allons à présent passer à M. Oussoubi Touré qui va nous parler de l'articulation entre les différentes législations sectorielles relatives à la gestion des ressources naturelles. Docteur Oussoubi, vous avez la parole. C'est le grand spécialiste des questions. À l'ISRA, à la qualité de l'encadrement dont j'ai bénéficié de la part de nos aînés. Certains sont dans la salle, Dr Ndiagambay. À l'époque, oui, on avait un encadrement de qualité. Je disais souvent à l'époque, on avait 6 mois pour faire le mémoire de confirmation. 6 mois. Où vous êtes capable de faire un travail de qualité, vous êtes confirmé, vous n'êtes pas capable de faire un travail de qualité, vous êtes remercié. C'était ça à l'époque. Et il y avait beaucoup d'échanges entre les chercheurs des différents centres. C'est ça qui m'a formé. Je n'ai vraiment pas regretté d'être passé par cette maison. J'ai pu acquérir des compétences que je suis allé vendre ailleurs. Parce qu'à l'époque, évidemment, moi j'ai commencé, on était à 160 000 francs. Hein? Quand j'ai été confirmé, on était à 180 000 francs. C'est difficile, hein? L'ISRA a perdu beaucoup de chercheurs qui ont été formés. Voilà. Alors, on me demande de parler de l'articulation entre les différentes législations sectorielles. Je voudrais dire, après Kanouté, que la CNRF a traduit dès le départ une volonté d'innover dans la démarche méthodologique pour la conduite de la réforme par rapport aux initiatives antérieures. Il y a 2 illustrations. C'est le choix de mettre en œuvre une démarche inclusive et participative. Le processus a été basé sur des concertations décentralisées. Il y a eu des CRD pour préparer le terrain, sensibiliser, mettre en place le dispositif pour lancer les concertations au niveau des régions. Et les concertations au niveau des régions ont commencé par des ateliers intercommunaux, avec les mandataires de toutes les communes. Et ces ateliers ont regroupé les producteurs à la base. L'administration n'a pas été impliquée. Ce sont les producteurs à la base qu'on a invités à analyser leurs pratiques foncières pour pouvoir les confronter aux enjeux de la réforme, aux hypothèses de la réforme telles que perçues par la CNRF. Et c'est les produits des ateliers intercommunaux
qui ont été par la suite restitués par des délégués désignés par les ateliers au cours des ateliers départementaux. Ateliers départementaux, la participation a été élargie aux autres acteurs du système foncier. Les élus locaux, le secteur privé, l'administration, les services techniques, etc. Donc, il y a eu 45 ateliers intercommunaux, 45 ateliers départementaux. Et après, on a fait une synthèse à l'échelle des zones agroécologiques pour faire ressortir la spécificité des dynamiques foncières et la spécificité des problématiques. Si vous travaillez sur le foncier pastoral, les synthèses dans le Louga font ressortir très clairement ces questions-là. Le foncier forestier, le foncier minier, le foncier irrigué. L'autre élément, ça a été les plateformes d'échange avec les acteurs. À chaque étape du processus, on a investi pour réaliser des consensus politiques forts entre les différentes catégories d'acteurs. On avait la société civile, mais il n'y a pas que la société civile. Il y a aussi les investisseurs privés, il y a aussi les élus locaux, il y a aussi l'administration foncière. Donc il fallait travailler à construire progressivement des consensus et à les consolider. Chaque fois que nous avons franchi une étape, nous avons fait valider les résultats de l'étape par toutes les catégories d'acteurs avant d'aller présenter à la plénière de la CNRF. Nous l'avons fait pour le canevas du document de politique foncière. Nous l'avons discuté avec tout le monde. Une fois qu'il a été consolidé, nous avons mis en place une commission qui a rédigé. Et quand elle a fini, nous avons convoqué un atelier de revue par les pairs. Tous les acteurs que nous connaissons dans ce pays qui travaillent sur le foncier, nous les avons réunis pendant 4 jours. Nous les avons enfermés à Sadi, en leur donnant la version préliminaire et en demandant à chacun d'eux d'annoter de la première ligne à la dernière ligne. Nous avons échangé avec eux, nous sommes sortis avec un document bonifié. Ce qui nous a permis de passer à la phase du partage du document avec les différentes catégories d'acteurs. Puis nous avons validé et après nous avons également procédé à l'atelier national. J'insiste sur le fait que toutes les contributions que nous avons reçues ont été valorisées. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de contributions que nous avons reçues. La société civile a donné ses contributions. Nous avons fait faire des études thématiques d'approfondissement sur un certain nombre de questions pointues pour lesquelles nous n'avions pas les compétences. Nous avons reçu des contributions des femmes, nous avons même reçu des contributions de la communauté Lébou. Des dignitaires de la communauté Lébou ont déposé un mémorandum qui a également été pris en compte. Donc, ça c'est, pour innover dans la démarche, il y a eu ça. Deuxième élément, c'est que, conformément à ce qui est dit dans la loi d'orientation agro-silvopastorale, la Commission a considéré que la porte d'entrée, ce n'est pas la réforme, c'est la politique foncière. La politique foncière entendue comme clarification de la ligne de conduite de l'action politique relative à la terre et aux ressources naturelles. Nous avons estimé qu'il nous faut élaborer, ce n'a jamais eu de document de politique foncière. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un document de politique foncière est élaboré. Ça nous semblait d'autant plus important que nous avons connu toutes les transactions entre 2000 et 2012. L'État a été l'acteur majeur du transfert des terres des producteurs ruraux vers les investisseurs privés. En toute illégalité, en toute clandestinité. Donc, il nous semblait important d'élaborer un document de politique foncière qui soit l'objet d'un consensus, qui fasse l'objet d'un consensus élargi. Et sur cette base-là, maintenant, nous avons un socle pour élaborer une nouvelle législation. Nous avons réussi à réaliser un consensus sur le document. Nous avons des éléments pour aller vers une législation dont nous pensons que, elle aura des chances d'être appliquée. Dans la démarche, nous avons eu le souci de construire un socle commun de droit pour garantir l'amélioration de la gouvernance foncière dans les différents secteurs d'activité de production en milieu rural et urbain.
la prise en compte de l'exigence de la gestion durable des terres, la prise en compte de la gestion de l'amélioration continue de la gouvernance foncière fait que, bon, on ne s'est pas focalisé uniquement sur le foncier agricole, hein, comme ça a été le cas avec le plan d'action foncier. Nous avons pris en compte tous les secteurs de production. Et nous avons formulé un certain nombre de recommandations qui concernent le foncier pastoral, qui concernent le foncier forestier, qui concernent le foncier minier. Et d'harmoniser les législations qui régissent la gestion du foncier et des ressources naturelles. Nous avons dit, la réforme est engagée au moment où il y a une revue des législations sectorielles. Le code forestier est en revue. Il est en revue depuis 2004. Le code minier était en revue, il a été adopté récemment. Le code pastoral, il a été lancé en mars 2013. Il y a une deuxième version qui est en cours, qui est dans le circuit d'approbation. Donc nous avions l'opportunité de formuler un certain nombre de recommandations pour les faire prendre en compte dans ces exercices sectoriels. En ce qui concerne le code, le foncier pastoral, nous avons dit, enfin, nous avons l'opportunité d'engager un débat qui est devenu incontournable sur le décalage que l'on constate entre l'apport économique de l'élevage et du pastoralisme et le traitement qui est réservé à ce secteur dans le cadre des politiques publiques. Je parle sous le contrôle de certains collègues. C'est parents pauvres des politiques publiques. Quand on voit les investissements qui sont alloués au secteur, c'est inacceptable. Nous avons dit qu'il faut engager, par-delà la discussion sur la législation spécifique au pastoralisme, il faut engager un débat de fond sur la prise en compte de secteurs au niveau des politiques publiques. Il y a un certain nombre de questions importantes que nous avons mentionnées, qui ont été mentionnées dans le document de politique foncière en lien avec la préservation du foncier pastoral. C'est la nécessité de garantir la préservation des ressources pastorales dans un contexte où l'orientation privilégiée par les pouvoirs publics, c'est la promotion tout azimut de l'agriculture d'entreprise. D'une certaine manière, l'agriculture d'entreprise est perçue comme la préfiguration du modèle de modernisation de l'agriculture. Et l'option qui est prise en faveur de l'autosuffisance alimentaire a des incidences importantes dans toute la zone de la vallée du fleuve. Se traduit par une marginalisation plus accrue de l'élevage et une fragilisation du foncier pastoral. Le document a dit qu'il faut que les terres des espaces pastoraux aient un statut de domaine public qui permet de les sécuriser. Il faut retirer ces espaces du lot des terres qui peuvent faire l'objet d'une attribution, d'une affectation à des tierces personnes, notamment à des investisseurs privés qui vont en faire un usage exclusif. On a insisté sur d'autres exigences à prendre en compte. C'est évidemment la reconnaissance du droit à la mobilité comme un facteur essentiel de la viabilité de l'élevage pastoral. C'est l'élaboration de schémas d'aménagement foncier comme élément structurant de la mobilité aux échelles décentralisées. C'est ça qui va permettre d'assurer la mise en cohérence globale de la future législation avec le code pastoral qui est en cours d'approbation. C'est d'abord affirmer le principe de l'exercice
de l'exercice effectif par les collectivités locales du pouvoir de gestion qui leur est conféré sur les espaces forestiers situés dans la zone des terroirs. Théoriquement, le code forestier reconnaît un pouvoir aux collectivités locales. Dans la réalité, ce pouvoir est tributaire de l'intervention de l'administration forestière. On leur dit, vous avez un pouvoir sur les forêts, mais vous ne pouvez l'exercer que si vous élaborez un plan d'aménagement. En sachant qu'ils n'ont pas les compétences d'élaborer un plan d'aménagement, qu'ils sont obligés de se rapprocher du service forestier pour élaborer le plan d'aménagement. Deuxième élément important à prendre en compte, c'est le renforcement du système de gestion décentralisée qui doit aller de pair avec l'adoption de mesures de reddition des comptes qui constituent un gage de transparence. Et l'atelier a été, pour les 3/4, consacré à cette question-là. Une préoccupation forte au niveau des acteurs de la région, mais aussi à Thiès. Comme il y avait processus en cours d'élaboration, de révision du code minier, on a constaté qu'il y a des dispositions nouvelles qui ont été introduites qui visent à corriger les insuffisances du cadre législatif et réglementaire qui était autrefois en vigueur. Le document de politique foncière dit qu'il faut renforcer les dispositions nouvelles, intéressantes, innovantes, qui sont contenues dans le code minier. Ça va permettre de prévenir les tensions sociales, ça va permettre de réaliser un consensus sur les domaines à couvrir dans le cadre de la RSE, ça va permettre de favoriser une meilleure insertion et une contribution accrue des sociétés d'exploitation minière au développement économique, social et environnemental des zones concernées. Le document a dit, et on me demande de parler de ce que le document n'a pas dit. Alors là, je remercie les organisateurs, le trio du BAM, pour me mettre dans cette situation-là. Mais bon, je suis intrépide, comme on me l'a appris ici, par mes aînés. Politique agricole et réforme foncière. L'agriculture d'abord. Si on considère l'agriculture comme une activité de production de matières premières et de biens de consommation d'origine animale ou végétale obtenus directement ou indirectement à partir du sol, on voit tout de suite que dans cette activité, qu'elle soit agricole, pastorale ou halieutique, qu'elle mobilise un ensemble de ressources, que ce soit forestier, que ce soit des ressources pastorales, la terre, parce qu'on parle ici de la terre, qu'elle met en jeu différentes ressources d'ordre technique, d'ordre technologique, matériel, financier, institutionnel et en relation différents acteurs, publics, privés, producteurs, ils sont tous privés maintenant, et dans un ensemble qui est mis en musique par l'État et qui définit une politique dans ce domaine agricole. Une politique est par définition, vous excusez la répétition, éminemment politique, relève des pouvoirs politiques. Toute la question est de savoir si ceux qui ont cette prérogative-là l'amènent tout seuls en solo ou impliquent des acteurs dans la mesure où la mise en œuvre, particulièrement depuis bientôt 3 décennies, implique tout un ensemble d'acteurs. Alors, différentes ressources, d'où l'intérêt de
l'articulation nécessaire et indispensable que recommande le document, comme l'a dit mes prédécesseurs, entre les politiques sectorielles relatives à l'utilisation et à la gestion des ressources naturelles. Mon ami l'a dit tout à l'heure, parmi ces points d'insatisfaction, on n'a pas discuté des mécanismes de financement. Parce qu'effectivement, dans notre idée, ces mécanismes de financement relèvent, dans le sens où ils le demandent, relèvent des politiques agricoles. Alors, puisque je devais parler de ce que le document n'a pas dit, et que je suis à l'ISRA et au BAM, qui, après le département système, a pris en charge beaucoup d'études sur les politiques agricoles, ben, je vais parler de choses qu'eux, ils connaissent assez rapidement, et on va se poser ensemble des questions autour de la formulation. Tous les gouvernements du Sénégal qui se sont succédés depuis l'indépendance ont de façon constante affiché un souci d'accroître les performances du secteur agricole pour développer le monde rural et pour que ce secteur porte la croissance économique du pays. Très rapidement, on peut distinguer, en considérant la période actuelle, 3 grandes phases. Toujours très rapidement, la première post-indépendance pendant les 2 premières décennies de l'indépendance, qui correspond à la phase du programme agricole. Donc, ce programme agricole a été un programme volontariste qui, à côté d'autres politiques publiques de l'époque, notamment le découpage du territoire, son maillage, l'organisation de l'administration, s'inscrivait dans l'optique de la construction de l'État-nation. Mais on doit dire que le programme agricole était dans le prolongement des politiques héritées de la colonisation, donc des politiques de soutien aux cultures, d'exportation en se basant sur les avantages comparatifs comme d'autres pays anciennement colonisés l'avaient, le cacao ici et d'autres facteurs ailleurs. Le Sénégal émergent en 2035. Il s'appuie sur 3 piliers, dont l'un qui nous intéresse par rapport à l'agriculture, c'est la transformation structurelle de l'économie et la croissance, qui fait de l'agriculture un secteur prioritaire pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal et le rééquilibrage de la balance des paiements, des exportations. Le développement de filières intégrées compétitives à haute valeur ajoutée, qu'il s'agisse de l'horticulture ou de l'élevage, la préservation des équilibres socio-économiques et la dynamisation de l'économie rurale. Alors, dans le domaine agricole, le PSE lui-même mise sur une articulation agriculture commerciale, agriculture familiale. Articulation. Et trace 3 lignes d'action. Le développement de l'agriculture commerciale à travers la mise en place de fermes intégrées dans les DAC, domaine agricole communautaire, l'organisation des petits producteurs autour de gros opérateurs modernes et industriels avec des mécanismes de contractualisation, l'établissement de pôles de transformation agroalimentaire, donc des agropoles, par exemple, etc. Deuxième ligne d'action, le développement intégré de l'agriculture familiale par la mise en place de micro-projets pour intensifier la production, encourager la reconversion, promouvoir des synergies entre l'agriculture familiale et l'agrobusiness. Le troisième élément, c'est la promotion de petites et moyennes entreprises et le soutien du secteur industriel et d'autres services marchands en accompagnement du développement de l'agriculture et de l'économie rurale pour une meilleure valorisation et diversification. Le PRACAS, Programme d'accélération de la croissance de la cadence de l'agriculture sénégalaise, constitue le volet agricole du PSE, comme vous le savez, et ambitionne, sur la durée du plan, de couvrir l'ensemble des principales filières agricoles. Mais sur un programme prioritaire 2014-2017, il met l'accent principalement sur le riz, l'oignon, l'arachide, etc. Donc avec des objectifs qui sont chiffrés, qui sont quantifiés. Donc autosuffisance en riz à la fin de cette année, autosuffisance d'oignons, mais j'ai entendu dire que c'est déjà fait, l'optimisation des performances de la filière arachidière, etc. Donc la réalisation du PRACAS en l'état actuel
repose d'une part sur la concertation et l'implication des organisations de producteurs, ainsi que des acteurs, privés ou non privés, qui sont aussi bien en amont et à l'aval de la production, et sur le soutien plus marqué de l'État. Donc, dans le domaine des entrants, dans le domaine des infrastructures, la reconstruction du capital semencier, une implication de l'ISRA, notamment, mobilisation des structures publiques, etc. Donc, sous ce rapport, on peut dire que le PRACAS introduit une rupture par rapport au programme enregistré depuis la fin du PA, programme agricole, avec une approche qui se veut englobante, plus englobante, en intégrant toute la chaîne de valeur de l'approvisionnement en intrants à la mise en marché. Oui, la politique foncière, s'il faut l'articuler avec la politique agricole, le cadre de référence pour le Sénégal étant défini aujourd'hui pour un horizon jusqu'à 2035, il faut nécessairement, dans l'interrogation ou la recherche, disons, d'une articulation, accompagnement d'une politique foncière à la politique, de politique agricole à la protection foncière, s'interroger dans le cadre de ce qui existe aujourd'hui et mis en perspective. Donc on va s'interroger. Tout au moins pour ce que j'ai pu en retenir. Et donc c'est très positif. Et convié à cette réunion, j'étais un peu découragée. Je m'excuse. J'avais juste une question pour la commission. Je voulais savoir comment la commission gère les questions foncières. Je voudrais marquer quelques points de satisfaction par rapport à tout ce que j'ai entendu cet après-midi. Ceci est important dans la mesure où la politique foncière fixe et oriente. On oublie toujours qu'on s'est précipité dans les politiques de désengagement. Voilà, donc vous vous présentez à notre micro, docteur. Oui, je suis docteur Djibidia, le directeur du bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA. Allez-y. Alors, pourquoi c'est les activités, les mardis du BAM? Alors, les mardis du BAM, c'est un cycle de conférences que nous organisons régulièrement sur des questions d'actualité en lien avec les politiques agricoles dans son sens large. Alors, nous rassemblons des acteurs qui ne sont pas forcément ceux de l'ISRA, mais qui peuvent être des acteurs d'autres univers et qui font un peu la critique de l'actualité sur des questions spécifiques au développement agricole du Sénégal. Alors, le foncier, cette fois-ci, pourquoi? Alors, le foncier, parce que la commission a travaillé sur une politique foncière et qui voudrait qu'on décline plus tard en une législation foncière. Et c'est l'ère où le moment du partage des conclusions qui sont tirées de ce document de politique foncière. Et l'ISRA étant très impliqué sur ces questions foncières avec le BAM, donc le Bureau d'analyse macroéconomique, mais aussi d'autres structures de la maison, dont le Centre national de recherche forestière, le Centre de recherche agricole de Saint-Louis, a voulu donc que nous partagions un peu l'expérience de la commission pour travailler davantage sur les questions foncières à l'ISRA. Alors, le foncier de l'ISRA, c'est quoi et comment? En fait, l'ISRA, comme c'est développement agricole, toute activité agricole donc, se mène sur du foncier et donc il y a des implications fondamentales. Nous avons voulu vraiment travailler sur un pôle foncier à l'ISRA, un pôle foncier qui va être élargi à d'autres acteurs qui ne sont pas seulement fondamentalement de l'ISRA, mais d'autres structures et qui pourront peut-être réfléchir et donner peut-être des conseils, des avis sur les questions foncières au Sénégal. Voilà, on vous remercie infiniment. Merci. Monsieur le professeur, monsieur le ministre. Voilà, donc, monsieur le ministre, comme il est reconnu dans notre jargon, présentez-vous à notre micro. Voilà, je suis Moussa Passoran, président de la commission de réforme foncière. Voilà. Et quelle réponse apportez-vous, n'est-ce pas, aux préoccupations du BAM qui a organisé cette conférence sur le thème, sur le foncier, n'est-ce pas, depuis, je crois, quelques années. Alors, vous êtes sur
la réforme. Et aujourd'hui, vous avez autour de vous, n'est-ce pas, des panélistes, et vous avez également entendu la salle. Et ramassant tout cela, quelles conclusions tirez-vous pour apporter, n'est-ce pas, une préoccupation aux préoccupations du Dr Djiby? Non, vous me permettez d'abord de marquer ma satisfaction très appuyée par rapport à l'initiative du BAM qui, dans sa lignée de vulgarisation de la recherche scientifique, nous a invités aujourd'hui à parler de la réforme foncière avec des experts qui, dans le cadre d'un panel, ont développé des thématiques extrêmement intéressantes. Et j'ai été très surpris et agréablement impressionné par la qualité aussi des intervenants qui sont des anciens du développement rural. Et nous avons rappelé l'ensemble des éléments du processus de réforme foncière qui est un document voulu par le président de la République pour réformer la tenue des terres et également accompagner le dispositif. La terre est centrale dans tout ce qui se fait et je pense qu'aujourd'hui, l'ISRA nous a invités à partager, à donner les résultats en rapport avec l'agriculture, en matière avec le processus de conscientisation et de socialisation des populations vis-à-vis de ces éléments. Et nous sommes très heureux de voir que vraiment des techniciens de l'agriculture, des techniciens des anciens ont également marqué leur intérêt pour ça. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une très forte demande dans le sens d'une descente sur le terrain pour expliquer aux gens et aux autres les tenants et aboutissants des éléments que nous avons partagés avec l'ensemble de beaucoup de Sénégalais et sur lequel d'ailleurs le Conseil économique et social a également donné un avis unanime pour cela. Donc vraiment c'est un sentiment de satisfaction et je remercie l'ISRA pour cette initiative qui nous a permis aussi de nous entretenir avec eux et nous essaierons de voir plus tard comment répondre à ce besoin. Je me rends compte qu'il y a un besoin immense d'informations sur ces questions-là et ça a été une très bonne chose et je le redis donc par la suite nous verrons selon la réponse qui sera donnée comment continuer cette vulgarisation sur le terrain. Une petite synthèse en wolof. waaw tey ISRA moo ñu invité woon fii rek pour ak ay membres commission de réforme bi ñu naa ko présider ñu ñëw leeral leen lu bari loo xam ne def nañ ko ci réforme foncière bi nga xam ni président bi moo ko santaane woon waaye gis naa ni nit ñi nekkate intéressé na leen trop ay cadres yu mag ñoo fi ñëw tey ay sénégalais ay étrangers bu déglu lu baax li nga xam daal jàpp naa ko ci rek mooy xëy na ñun sax fi ñu ko foogoon ak weesu na loolu nekkate nit ñi fonk nañ ko lool te itam borom xam-xam rek ñu fi toogoon tey di ko déglu di ko waxtaan di ko seetlu xam naa ni tamit am na lu am solo ndax wax naa leen réforme bi sax pays yu mel ne Togo ak Burkina ak yeneen pays ñu ngi seet li nga xam ne noonu lañ ci waxtaanee doomu aadama ñoom nu ñu ko mën defee seen réew loolu tamit kii na ko di sentiment daal boo xam ni mbégte la ak loo xam ni tamit xëy na lu baax la xëy na ci réew mi li nga des nag mu ngi ci kanam dinañ ci xool ba xam lu muy demee bu ci kilifa joxe seen digal rek. Merci.